On va commencer à fur et à mesure, on doit donc inviter les autres. Voilà. Donc, est-ce que vous... Oui, bien. Elle est claire. Voilà, d'accord. Donc, Maintenant, non. on va continuer ce qu'on a commencé la dernière fois. Donc, on s'est arrêté sur les propriétés globales, hein, de la dérive. Voilà, donc, on va commencer par un théorème que vous avez déjà vu en terminale, le théorème de Rolle, deux théorèmes, pardon, théorème de Rolle et théorème des accroissements finis. Voilà. Bon, tout d'abord, on va voir la notion des maximums et des extrémums. Donc, on va définir ce que c'est qu'un point maximal ou bien un point minimal. C'est à travers de ces deux points, donc, on va donc énoncer les deux théorèmes de Rolle et celui des accroissements finis. Bien, je vais prendre une fonction f de R vers R, hein, qui est définie sur un voisinage de x bar. Bien. Et on dit que f admet un maximum local, ou bien ça s'appelle un maximum relatif, en x bar, hein, si et seulement si il existe un certain delta, tel que, quel que soit x dans cet intervalle, centré en x bar et de rayon delta, f de x est inférieur à f de x bar. Voilà, donc là, localement, la fonction f de x bar est supérieure à f de x. Similaire, ou bien par analogie, de façon similaire, on dit que f admet un minimum local en x bar s'il existe un gamma tel que, pour tout point de l'intervalle centré en x bar gamma, f de x bar est inférieur à f de x. Et bien sûr, on dit que f admet un extrémum si et seulement si il admet soit un minimum, soit un maximum soit il admet un minimum, soit un maximum. Voilà, donc c'est les deux définitions des minimums et maximums locaux. D'accord? Maintenant, sur le schéma suivant, hein, on va donc, je prends f qui définit, la fonction f, elle est définie sur l'intervalle moins 3, 3, et qui a la courbe représentative que vous voyez, hein, en face de vous. Donc là, je vois bien que moins 2, regardez, c'est un maximum, mais qui est local. Hein. Et 3, donc moins 2, c'est un maximum local. Donc local, ça veut dire sur cette région. Et 3 est un maximum global. Voilà. Et bien sûr, 1, c'est un minimum global. Voilà, donc c'était donc la notion de... C'est un exemple direct de la définition du maximum et du minimum. Donc, une fonction peut avoir des minimums locaux, plusieurs minimums locaux et un seul minimum global. Inversement, il peut avoir des minimums, pardon, des maximums locaux et un seul maximum global. Bien, théorème. Donc, ce théorème, vous l'avez déjà, oui aussi, donc vous avez fait ce théorème en terminale. Hein. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Si une fonction est dérivable, si f est dérivable en un point x bar, et si f admet
un extrémum, c'est-à-dire que ce soit maximum ou minimum, alors la dérivée s'annule. Hein? Donc ça, c'est une condition nécessaire pour que f soit dérivable en 0, f' de x, et une condition nécessaire pour que f admet un extrémum, c'est que sa dérivée s'annule. On va donc voir la démonstration de ce théorème. Bien, ici, je vais supposer, donc normalement, on doit traiter deux cas, le cas où f admet un minimum et le cas où f admet un maximum. Là, on va seulement, on va étudier le cas où f admet un minimum local et l'autre cas se fait de manière similaire. Bien. C'est quoi? Donc, je suppose que f admet un minimum local en x bar. Donc, par définition, il va exister un delta positif tel que f de x bar inférieur à f de x. Bien sûr, quel que soit x, dans l'intervalle centré en x bar delta, inter i. Maintenant, i, la fonction f, est définie sur l'intervalle i. Tout à l'heure, sur R, donc cet intervalle inter R, c'est toujours l'intervalle. Ok, donc l'ensemble de définition de f, là où il est défini, inter. Maintenant, on va étudier les deux cas, puisque x, elle est où, x? X, il est là. Bon, je vais... Voilà, donc j'ai là x bar, et j'ai cet intervalle, et là j'ai x bar plus delta, moins delta, pardon, et là c'est x bar plus delta. Donc, je vais ajouter maintenant, ok. Voilà, donc on va étudier deux cas. X, elle est là, elle est dans cet intervalle, elle appartient à cet intervalle. Je vais étudier le cas où x, elle est là, ça veut dire x supérieur à x bar, et l'autre cas où x, elle est inférieur à x bar. Voilà. Premier cas, x supérieur à x bar. Donc, et je vais prendre x dans cet intervalle, x bar plus delta inter i. Donc, x moins x bar, c'est toujours positif. Donc, si x, elle est là, x bar moins x bar, ce serait quand même positif, puisque l'intervalle est ouvert. Donc, d'après cette formule-là, 1, 3, je vais diviser, je vais faire passer f du x moins f du x bar, et je divise par x moins x bar. Ça va donner quelque chose de positif. Quel que soit x, appartient à x bar plus de temps inférieur. Maintenant, si je passe à la limite de ce rapport, je tombe directement, bien sûr, x, il est à droite de x bar, ça me donne limite de ce rapport positif, ça veut dire que la dérivée à droite est positive. L'autre cas, le cas où x est inférieur à x bar, strictement, donc x, pour tout x dans l'intervalle x bar moins delta x bar, j'aurai x bar, moins x bar est négatif. Là, je reviens à la formule 1,3. Hein, je reviens à cette formule. F de x bar, f de x moins f de x bar, c'est toujours positif. Si je divise par x moins x bar qui est négatif, j'aurai donc le rapport qui est négatif. Voilà. Là aussi, je vais passer à la limite, mais cette fois-ci à gauche de x bar. Ça va me donner f' de g négatif. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que donc g, f, c'est une fonction dérivable. Et en utilisant le fait que f est un minimum local, j'ai montré que la dérivée à droite est positive et que la dérivée à gauche est négative. Or, la fonction est dérivable. Donc, la dérivée à droite est égale à la dérivée à gauche est égale à f'. Par suite, puisque f', ça sera une fois positif car la dérivée à droite est positive, une fois négative car la dérivée à gauche est négative. Donc, un nombre qui est positif et négatif à la fois, c'est 0. Donc, f' est égal à 0. Voilà. Donc, si la fonction f est dérivable, admet un extrémum, en particulier
un minimum local, la dérivée s'annule. Est-ce que c'est bien? Vous suivez? Oui, monsieur. Oui, Ok. très bien. Ok. Oui. S'il Tu vous as des plaît, questions? pour si F admet un minimum local dans l'extrémité de l'intervalle de définition. Par exemple, sur l'intervalle AB Oui, oui, ouvert. on va faire, je vais faire cette remarque. Oui, ok, vous anticipez. Bon, on va faire cette remarque tout de suite, d'accord? D'accord, monsieur, merci. Voilà, donc. Voilà, remarque. Bon, j'ai trois remarques à faire à propos de ce théorème. La première, donc, lorsque la dérivée en un point s'annule, ce point s'appelle point critique. D'accord? Donc, si f' s'annule un point C, le point C s'appelle point critique. Quand vous dites, le théorème n'est pas vrai si x bar, voilà, c'est une extrémité de l'intervalle. D'accord? Exemple, si je prends la fonction f de x égale à x carré, définie sur l'intervalle 1, 2. Bien sûr, f, elle est dérivable sur 1, 2. F admet un maximum, x bar égale à 2, mais f' de 2, si je calcule f' de 2, j'aurai donc f' c'est 2x, ça donne f' de 2 égale à 4. C'est différent de 0. Donc justement, comme vous dites, le point ne doit pas être sur l'extrémité de l'intervalle d'étude. Bien. Maintenant, l'interprétation géométrique du théorème de tout à l'heure, donc si la fonction est dérivable et admet un extrémum, j'ai une fonction qui est dérivable et admet un extrémum, ça veut dire que CF, puisque j'ai f' de x bar égale à 0, ça veut dire que CF admet une tangente parallèle à l'axe des x. Ok? Donc ça, comme vous voyez sur la figure, c'est les points où il y a des flèches bleues. Ça veut dire que la fonction, la dérivée des points là-bas s'annule. Ça veut dire que la fonction admet des tangentes parallèles en chaque point où la dérivée de la fonction s'annule. Voilà, donc l'interprétation. Si vous avez une dérivée qui s'annule, voilà, là, vous avez un point, une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, la réciproque du théorème, donc une autre remarque, la réciproque du théorème est fausse. C'est-à-dire quoi? Si la dérivée s'annule en un point, ceci n'implique pas que la dérivée admet un extrémum. En terminant, vous avez dit que la dérivée doit changer de signe. Donc, si la dérivée change de signe, donc elle va avoir un extrême. En effet, si je prends la fonction x au cube, la dérivée au point 0, c'est 0. Voilà. Mais f n'admet pas d'extrémum en 0. Voilà. Donc, l'allure de la fonction x au cube, il est comme ça. Vous voyez que la partie positive f de 0, voilà, f de 0, elle est inférieure à f de x, mais sur la partie négative, f de x est inférieur à f de 0. Donc 0 n'est pas un extrémum de la fonction. Ok, deux choses. Le théorème, la réciproque du théorème n'est pas vrai, et le point ou d'étude, c'est-à-dire x bar, ne doit pas être sur l'extrémité de l'intervalle d'étude. Donc, ceci dit, donc on va donc maintenant énoncer le théorème de Rolle. Voilà. Là, ce théorème de Rolle, c'est en fait une généralisation du théorème précédent. Le théorème précédent dit que si f est dérivable et admet un extrémum, alors on a un point x bar, alors la dérivée en ce point s'annule. Là, il suffit que la fonction soit dérivable sur un intervalle AB tel que f de a égale à b, et donc je suis sûr là qu'il existe un point où la dérivée de la fonction s'annule, c'est-à-dire la courbe représentative de f admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Bon, qu'est-ce qui est du théorème de Rolle? Donc, si f est continu sur l'intervalle AB fermé, dérivable sur l'intervalle AB ouvert,
et l'image de A égale l'image de B, alors là, je suis sûr qu'il existe un point où la dérivée de f s'annule. Voilà. Pour la démonstration, donc, je suppose que f est continu, dérivable sur l'intervalle AB, et que f de A égale à f de P. Donc, la continuité de f entraîne que f est borné et atteint ses bornes. Donc, ça, c'est un résultat que vous avez fait en terminale. Toute fonction continue sur un borné, donc AB, c'est un intervalle borné, elle est bornée et atteint ses bornes. Autrement dit, que l'image de f de AB, de l'intervalle AB, ce sera un intervalle borné, petit m, grand M. Voilà. Et dans ce cas, donc là, il va exister alpha, tel que f de alpha est égal à ce m, et ce sera bien sûr le minimum de f sur l'intervalle, et il va exister un bêta, tel que f de bêta est égal à grand M, et ce sera le maximum de f de x sur cet intervalle A. Donc ça, c'est un résultat que vous avez fait en terminale, peut-être en analyse 1, dans la continuité. Donc, toute fonction continue sur un borné, elle est bornée elle-même et atteint ses bornes. Et l'expression de f de AB s'exprime de la manière dont de la manière suivante. F de alpha égale à petit m, f de bêta égale à... Bien. Maintenant, on va étudier les cas. Si la borne 1 est égale à la borne sup, bien sûr, dans ce cas, f sera constante. Hein? Parce que la borne 1 est égale à la borne sup, ça veut dire que la fonction est une constante. Et dans ce cas, pour une fonction qui est constante, quel que soit x dans AB, la dérivée de ce x s'annule. Donc une fonction constante s'annule toujours. f de x égale à 1 ou bien égale à 2 sur l'intervalle AB s'annule toujours. Et donc, lorsque la fonction est constante, on a le résultat. Donc tout point, n'importe quel point de l'intervalle AB ouvert, donc fait l'affaire, ça veut dire peut être donc à la place de C. Maintenant, si la borne inf est différente de la borne sup, bien sûr, f, dans ce cas, f n'est pas constante, n'est pas une constante, pas une fonction constante. Maintenant, on va étudier les cas là aussi. Ce alpha et bêta, ils sont dans l'intervalle AB. OK, donc il existe alpha dans AB. On va étudier le cas où, donc on va séparer les cas. Si alpha, bêta sont dans l'intervalle, dans la paire AB, c'est-à-dire alpha égale à A ou B, et bêta, ça sera égal à A ou B. Donc si alpha égale à A, bêta, ça sera égal à B, et inversement. Mais d'après les hypothèses, j'ai f de A, regardez, j'ai f de A égale à f de B. Donc, si alpha égale à A, bêta égale à B, j'aurai f de alpha égale à f de B. Et là, j'ai une contradiction. Hein? Regardez, si f de alpha égale à f de B, ça veut dire que petit m égale à grand m, mais moi, je ne suis pas dans ce cas. Donc, m, il est différent de m, absurde. OK. Donc, ce cas est exclu. Maintenant, l'un des deux, c'est-à-dire alpha ou bêta, il prend la valeur A ou B. Donc, alpha peut prendre la valeur A, mais bêta ne prend pas la valeur AB. Ni A ni B, ni inversement. Ou bien alpha prend B, et bêta ne prend ni la valeur A ni B. Donc, d'après le théorème 1,2, regardez. Vous voyez toujours le PDF? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Là, regardez. Alpha, c'est quoi alpha, en fait? C'est un minimum. Hein? F de alpha, c'est le minimum de F. D'après le théorème de tout à l'heure, celui-là, voilà, vous aurez f' de alpha égale à 0. OK? Donc, alpha et bêta sont l'une maximum et l'autre minimum.
Donc là, vous aurez f de prime de alpha égale à 0 ou f prime de bêta égale à 0. OK. Donc, puisque alpha et bêta sont, l'un c'est un minimum et l'autre c'est un maximum. Le f est dérivable, donc f prime de alpha égale à 0 ou f prime de bêta égale à 0. Donc, il existe, donc d'après là, je vais prendre, il existe un C. Ce C sera soit alpha, soit bêta, tel que f prime de C égale à 0. D'où le résultat. OK, donc c'est ça la démonstration du théorème de Rolle. Elle est basée bien sûr sur le théorème des fonctions bornées, c'est-à-dire toute fonction continue sur un borné, elle est bornée et atteint ses bornes. Et maintenant, donc, on va faire une application directe du théorème de Rolle. Donc, exemple, je vais prendre f, une fonction qui est définie sur l'intervalle 0,4, continue sur 0,4 et dérivable sur 0,4 ouvert, tel que j'ai l'image de f de 0 égale à 0 et f de 4 égale à 4. Et on va montrer qu'il existe un C dans l'intervalle 0,4 tel que racine de C, f' de C égale à 1. Donc, pour appliquer le théorème de Rolle, je vais donc poser la fonction g de x qui est égale f de x moins 2 fois racine de x. Bon, g, elle est continue sur 0,4 car f est continue sur 0,4 et la racine carrée, c'est une fonction continue. G dérivable sur 0,4 puisque les deux fonctions sont dérivables. Oui. Est-ce qu'il y a un problème? Non. L'image de... Voilà, G de 0, si je calcule G de 0, ça va me donner F de 0 qui est égal à 0, par hypothèse, moins de 0, c'est 0. Si je calcule l'image de G de 4, j'aurai G de 4 est égal à F de 4 qui est égal à 4, moins 2 fois racine de 4, c'est 2, donc c'est 0. Donc, cette fonction est satisfait les hypothèses du théorème de Rolle. Donc, il va exister un point C dans l'intervalle ouvert 0,4 fait que G' de C égale à 0. Or, la dérivée de la fonction G, si je dérive la fonction G, j'aurai c'est la dérivée de la fonction f moins 1 sur racine de x. Donc, si je dérive cette fonction, je trouve ça. Et par suite, donc, puisque G'... Monsieur? Oui, oui. Oui. C'est par analogie qu'on a pris g de x est égal à f de x là. Quoi? C'est quoi votre question? Et si c'est par analogie qu'on a pris g de x est égal à f de x moins d racine de x quoi. Par quoi? Par analogie? Oui, oui. Non. Comment ça par analogie? Je n'ai pas bien compris votre question. Oui, en fait, je n'ai pas compris comment on a fait g de x. Comment on pose? Voilà. Ça c'est... Normalement, qu'est-ce qu'on vous demande de montrer? Qu'est-ce qu'on vous demande de montrer? Hein? On vous demande de montrer que G racine de C, f' de C égale à 1. Oui. Okay. En général, en terminale, qu'est-ce que vous faites? On fait varier le C. Et on intègre. Oui. Ça, c'est un astuce qu'on utilise à l'époque. Donc, si vous faites f' de C, c'est égal à 1 sur racine de C. Oui. Oui. On pose nous les fonctions ou est donné par l'exercice. Bon, c'est quoi votre question là? Je n'ai pas compris. Bon, si on vous donne un exercice comme ça, vous avez déjà rencontré peut-être des exercices comme ça en terminale. Donc, c'est très rare, donc en SMA, c'est très rare qu'on vous donne cette fonction g de x. C'est à vous de la découvrir. Hein, c'est ça l'astuce. Mais j'étais en train de vous expliquer comment.
OK. Donc, si vous, donc, on vous demande de calculer, de chercher C, tel que racine de C, f' de C égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais mettre f' de C est égal à 1 sur racine de C. OK. Et j'intègre. Si j'intègre, je trouve f de x. Donc, je vais faire varier le C. Vous trouvez f de x est égal à 2 fois racine de x. Et donc, votre fonction sera f de x moins 2 fois racine de x. OK. Le monsieur qui a posé la question, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bon, ça, bon, c'est pas, mais c'est pas toujours faisable comme ça. Mais en général, on pose cette fonction, la fonction g de x égale cette fonction, on la pose en fonction des données qu'on a. D'accord? Donc, bon, c'est la clé, en fait, des exercices concernant le théorème de Rolle. OK, donc, voilà. Donc, on espère que vous allez faire des exercices. Oui. Et comment on va trouver la forme qu'on va utiliser ici? Ben, c'est ça. Bon, mais vous faites des maths, non? Je vous dis, il n'y a pas une approche directe. Hein? Il n'y a pas une approche directe pour déterminer les jeux X. Ça, c'est des astuces. Donc, vous devez faire bouger votre stylo et votre cervelle pour trouver le G. D'accord? OK. Oui. Ah, d'accord, monsieur. Donc, donc, c'est pas comme le terminal, bac 1, bac 2, si vous avez ça, faites ça, si vous avez quelque chose, faites ça. Non, ça c'est l'enseignement supérieur, ça demande que vous connaissez votre cours par cœur, bien comprendre les démonstrations, les démarches qu'on fait dans le cours, bien sûr, les séances de TD, il ne faut pas les rater, il faut aussi donc essayer de faire des corrections aux exercices, donc essayer de travailler des exercices avant d'assister à la séance de cours, de TD, pardon. Et puis après, en parallèle, vous devez donc travailler dans des livres comme ça, des problèmes. Ça s'apprend. Donc, il faut faire un effort pour que, donc, arriver au niveau où à faire résoudre pour faire résoudre ce genre d'exercice. D'accord? Ça, c'est très simple. L'exemple 1 de 2, c'est un simple exercice. Bon. Il y en a des exercices qui sont très donc, plus difficiles que celui-là. OK, donc voilà. Donc, on a dit que G' de C égale à 0. Ça va donner donc F' de C moins racine 1 sur racine de C égale à 0. Et donc, vous aurez ça. Racine de C, F' de C égale à 1. Donc, ce qui donc termine la démonstration de l'exemple 1 de 2. Voilà donc, graphiquement, okay, voilà. Graphiquement, qu'est-ce que ça signifie le théorème de Rolle, graphiquement? Donc, tout à l'heure, on a dit que si la fonction admet un extrémum, automatiquement, bien sûr, via la dérivée s'annule, automatiquement, là, j'ai une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Là, voilà, le coefficient directeur en ce point sera nul. OK. Là, j'ai pas de point extrémal, mais le théorème de Rolle permet donc de donner l'existence d'un point où la fonction, où la courbe représentative admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, donc c'est ça l'interprétation. Théorème de Rolle. Donc, si f de A égale à f de B, regardez, si vous avez... Ça, c'est logique. Donc, j'ai une fonction, j'ai là un point A, et là le point P. L'image de A, elle est là. Pardon, de P, c'est ça. Et l'image de A, elle est là. Ma fonction, elle est continue.
Donc, pour aller de là à là, soit je fais comme ça, puisque la fonction est continue. Et dans ce cas, j'ai une La fonction, constante. j'ai f Constante. qui est constante, d'accord? Ou bien je vais faire comme ça, je vais aller à mon point A, ou bien je vais faire comme ça. Et dans ce cas, donc pour revenir à A, j'ai besoin d'une tangente, hein? J'ai besoin d'une tangente parallèle à l'axe des abscisses, pardon, pour revenir à A. Donc c'est ça Au le moins une principe. tangente. Voilà, voilà, c'est ça le point C. Donc si f de A égale à f de B, et j'ai la continuité plus la dérivabilité. Donc la continuité, ça me donne, donc ça me lie donc, à ne pas donc, enlever la main. Donc si j'ai pas la continuité, je peux faire comme ça et faire comme ça. D'accord? Ah, puisque la fonction continue, je ne dois pas lever la main. Je dois aller de A à B sans lever la main. Voilà. Donc c'est ça donc l'interprétation de Rolle. Donc même si la fonction, en fait, ça donne en fait un point extrême automatiquement, d'accord? On peut avoir plus qu'une. Oui, oui, on peut avoir, dans le cas, si vous faites la fonction sinus, donc pour les fonctions sinusoïdales périodiques en général, hein, voilà, pour les fonctions sinusoïdales, vous trouvez beaucoup de points. Ok. Ben, pour le théorème de Rolle, donc je vais pas, donc les choses qui sont hors programme, vous ne faites pas les fonctions à valeur complexe. Bon, la dernière fois, je vous ai déposé un document, ok? Est-ce que vous avez vu? Oui. Donc, les choses que j'écris comme ça, hors programme, Oui, monsieur. vous pouvez ne pas les lire. Ok, voilà. Mais on a ça, je pense, dans l'analyse 3, 2, dans le développement limite, par exemple, ce petit O de X moins Y moins X Ah, il n'y bar. a pas de O. Il n'y a pas de O là. Non, non, pas ici. Non, je Dans parle de le fonction. PDF précédent. Ah, le cours que je vous ai déposé. J'ai enlevé, j'ai Oui, enlevé. Donc, j'ai masqué donc, la partie qui part de fonctions à valeur complexe par la même façon. Donc, ok. il ne faut pas le toucher. Si vous voulez lire donc, ces séquences, il n'y a pas de problème. Mais ce ne sont pas d'autres programmes, d'accord? Ça, c'est le programme de classe prépa. Bien. Maintenant, le théorème des accroissements finis. Qui vient d'arriver. Le théorème des accroissements finis, c'est le cas, c'est Rolle, mais cette fois-ci, je n'ai pas f de A égale à f de B. Donc A. Voilà. Donc, théorème des accroissements finis, j'ai la fonction f qui est continue sur AB, dérivable sur AB ouvert. OK. Là, je n'ai pas f de A égale à f de B. Mais dans ce cas, il va exister un C tel que f de A moins f de B, ça va être égal à f' de C, B moins. Preuve. Donc, la preuve de ça, je vais prendre l'application G de X, définie comme suit. Donc, c'est f de x égale g de x égale f de x moins par rapport à f de b moins f de ab moins ax. La fonction g est continue sur ab, puisque c'est la somme de deux fonctions continues, f de x avec la fonction x. Dérivable, puisque f est dérivable, x est dérivable. Si je calcule g de a, je trouve qu'il est égal à g de b est égal à cette quantité. Okay. Donc, si vous faites le calcul, G de A, faites le calcul chez vous, vous calculez G de A, G de B, vous trouvez qu'ils sont égaux et ils sont égaux à cette quantité.
Donc, on est tombé sur les hypothèses du théorème de Rolle avec la fonction G. Donc, G dérivable continue, G de A égale à G de B. Donc, je vais utiliser le théorème de Rolle. Donc, il existe C tel que G' de C égale à 0. Or, c'est quoi G'? Je calcule la dérivée de G', c'est F'. Voilà, c'est F'. Et la dérivée de X, pas une constante, c'est la constante. Par suite, j'aurai donc G' égale à 0. Ça veut dire, pardon, G' de C égale à 0. Donc, c'est-à-dire F' moins cette quantité égale à 0. Et donc, par conséquent, il existe C tel que F' égale à C. Ok, donc ça termine la démonstration de la preuve du théorème des accroissements finis. Donc, on verra tout à l'heure les applications. Oui? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, je termine. Deux remarques, peut-être. Voilà, deux remarques. Regardez, la conclusion de ce théorème, je peux l'écrire comme ça. Pourquoi? Je vais poser, donc là, je vais poser A, c'est B moins A, c'est le pas de l'intervalle AB. C'est le pas de l'intervalle AB. Pardon, voilà, c'est le pas de l'intervalle AB. On va utiliser, si vous utilisez la définition d'intervalle, donc X élément AB, si X s'écrit A plus T B moins A. Ça veut dire A plus TH. OK. Donc là, si j'écris là, hein, à la place de B, j'aurai donc, à la place de B, j'aurai B égale à A plus H. OK. Et C sera donc un point de l'intervalle AB. Ça va s'écrire A plus TH avec un certain titre. Okay. Donc ça, c'est une écriture, une autre écriture que vous pouvez trouver dans les livres. Donc, il vaut mieux donc que vous la connaissez. Maintenant, c'est quoi l'interprétation géométrique du théorème des accroissements finis? Donc, c'est pas comme... C'est un tangentiel. C'est F admet au moins une tangente parallèle à la droite. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, attendez, voilà, donc cette fois-ci, je n'ai pas f de A égale à f de B. J'aurai comme ça, par exemple, fonction qui est comme ça. Ça, c'est A. Et ça, c'est B. D'accord? Donc, l'image de A n'est pas égale à l'image de B. Maintenant, le théorème des accroissements finis, qu'est-ce qu'il dit? Donc, ça, c'est le point grand B. Et ça, c'est le point grand A. Donc, d'abscisse A, f de A. Et ça, d'abscisse B, f de B. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il existe un point C tel que la tangente à la courbe en ce point, elle est parallèle à cette droite. OK? Voilà. Donc, la tangente, il existe un C tel que la tangente passant par ce point C, elle est parallèle à la droite. C'est ça l'interprétation. Si le théorème de Rolle est un cas particulier de TAF. Oui. Oui. Lorsque f de A égale à f de B, on tombe sur le théorème de Rolle. Voilà. C'est quand vous faites tourner la courbe dans un sens, soit le sens trigonométrique ou bien le sens d'une montre. Maintenant, exemple. Maintenant, exemple, aussi on vous demande de montrer que pour tout x, y dans R, donc ça c'est un exercice aussi du terminal, montrer que pour tout x dans R, la valeur absolue de sinus x moins sinus y est inférieure à la valeur absolue de x moins y. Donc je vais prendre la fonction f de t égale à sinus de t, et je vais prendre deux éléments x dans R en A. F, il est continu sur x, y, puisque c'est la fonction sinus définie sur R, elle est définie et continue sur R, dérivable sur l'intervalle x, y.
Maintenant, si sinus x égale à sinus y, alors on a toujours ça. D'accord? C'est sinus x. Le problème, c'est que je peux avoir x différent de y et sinus x égale à sinus y parce que ce sont des fonctions qui sont périodiques. Hein? Si je prends x égale à pi sur 2 moins 2 pi sur 2 second 1, je fais le tour. Donc pi sur 2 plus de pi. Vous aurez sinus pi sur 2, c'est 1, sinus pi, pi sur 2 plus de pi, c'est 1, donc c'est 0, inférieur à A de pi. OK? Donc dans le cas où sinus x égale à sinus y, c'est rien à montrer parce que c'est 0, toujours inférieur à la valeur absolue d'un n'importe quel nombre. Maintenant, c'est sinus de x différent de sinus y, donc je vais appliquer, faire un désaccroissement fini sur l'intervalle x, y. Donc il va exister un certain c tel que sinus x moins sinus y est égal à la dérivée de sinus en un point c x moins y. La dérivée de sinus x, c'est cosinus. Et la valeur absolue de cosinus est toujours bornée par 1. Donc, si je passe à la valeur absolue, vous aurez donc le résultat. C'est simple, c'est une application directe du théorème des accroissements. OK, donc, un autre exemple, disons un exercice. Donc, je crois que cet exercice, vous l'avez fait aujourd'hui, non? Allô? Non? Oui. Est-ce que vous avez fait cet exercice aujourd'hui? Je crois qu'elle est, Non, elle est dans la série. non, je pense. Non, Attendez. L'exercice 3 dans l'exercice 3. Bon, C'est dans l'exercice 3, donc non. attendez. Je vais voir, je viens de le télécharger. Merde. Pour ne pas refaire ça, un peu de temps. Je viens de le voir tout à l'heure. Ah, d'accord, d'accord. C'est dans l'exercice 3. Mais on n'a pas déposé l'exercice 3L. Hein, d'accord, je ne vais pas le faire parce qu'il est dans l'exercice 3. Donc, d'accord, celui-là. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Mais il n'a pas encore déposé, je l'ai donc sur mon email. Voilà, maintenant, on va passer au théorème des accroissements finis généralisés. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai deux fonctions, f et g. Hein. Les deux fonctions sont continues sur l'intervalle AB, dérivables sur l'intervalle ouvert AP. Dans ce cas, il va exister un C dans AP tel que on a f de B moins f de A fois G' de C égale à G de B moins G de A fois f' de C. Voilà. Donc ça, c'est le théorème des accroissements finis généralisés. Pour la preuve, je vais donc définir la fonction. Donc, la personne qui m'a donc tout à l'heure posé la question, comment on cherche la fonction pour... c'est ça, pour l'exercice. Oui, On m'avait dit, comment on cherche la fonction, voilà. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut enlever la dérivée et faire varier le C. D'accord? Si vous faites la même chose,
tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a? On va revenir sur ça, pardon. On va revenir sur ça. Donc, voilà. Donc, je vais enlever la dérivée et faire varier le x, le c. D'accord? Donc, on a fait ça 2 fois, 3 fois. Pour montrer le théorème des accroissements finis, on a utilisé cette fonction. C'est-à-dire, à partir de cette écriture-là, j'utilise la fonction. Et à partir du résultat, là aussi, je vais donc définir la fonction que je vais lui appliquer le théorème des accroissements finis. Bien, maintenant, cette fonction h continue dérivable. Maintenant, je vais en même temps, vous me pardonner, noter les erreurs. On va expliquer ça avant de déposer le document. Un instant. Voilà, donc, et si vous calculez HA avec HB, vous trouvez qu'ils sont égaux à cette valeur-là. F de B, G de A moins F de A, G de B. Donc, faites le calcul, lorsque vous refaites les démonstrations, faites le calcul. C'est simple. Donc, je vais appliquer quoi? Ici, je vais appliquer Rolle. D'accord? Car H de A égale à H de B. Donc, d'après Rolle, il va exister C dans AB, que H' de C égale à 0. Donc, si je dérive H', vous trouvez là cette quantité G' moins cette quantité F'. Hein, c'est celle-là. Et puisque H' de C égale à 0, hein, cette quantité-là appliquée à C, ça va être égal à 0. Je remplace X par C, et donc, d'où le résultat. Voilà, vous aurez donc FB moins F de A, G' de C égale à J de B moins J de A, F' de C. Ok, donc ça, c'est le théorème des accroissements finis généralisés, donc appliqué à 2 fonctions. Et voilà, donc remarque. Maintenant, si je suppose que G' est différent de 0 sur l'intervalle ouvert AB. Donc, en particulier, vous aurez G' de C non nul. Et que G de B est différent de G de A. Donc, le théorème des accroissements finis généralisés va prendre la forme suivante. D'accord? Là, je supposais que G' ne s'annule pas et que G de B est différent de G de A. Donc, vous aurez cette forme-là. F de B moins F de A sur G de B moins G de A égale F' de C sur G' de A. Bien. Maintenant, on va passer aux applications de ces 3 théorèmes, les applications du théorème des accroissements finis. Première application, c'est donc l'inégalité des accroissements finis. L'inégalité des accroissements finis. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais prendre une fonction, là, regardez, je prends un intervalle I. Je ne l'ai pas défini comme étant un intervalle AB. F continue sur I, dérivable sur l'intérieur de I. Donc, on a dit la dernière fois, l'intérieur d'un intervalle, j'enlève les extrémités. Et on va supposer que la dérivée, f' de x, est majorée ou bien bornée par une certaine constante alpha. Alors, f de x moins f de y est inférieur à alpha x moins y pour tout x donc. Donc, pour la preuve, bon, c'est simple, je vais utiliser dans le cas où x égale à y, cette égalité est toujours vraie, parce que f de x égale à f de x, 0, alpha, 0. Maintenant, pour x différent de y, donc je vais prendre A, c'est le minimum des 2 points, x, y. Et B, c'est le maximum entre les 2 points, x, y. Bon. Donc, si x était le minimum, B, ce sera égal à y, et inversement. Et donc, je vais considérer cet intervalle AB
cet intervalle AB constitue du minimum XY, maximum XY. Donc, cet intervalle AB, elle est inclus dans I. D'accord? C'est automatique. XY dans I, donc l'intervalle AB, elle est dans l'intervalle I. F, il est contenu sur J, dérivable sur gérant. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, donc là, je vais appliquer le théorème des accroissements finis à F sur l'intervalle AB. Il va exister C dans G rang tel que, on a ça. F' de C fois X moins Y égale X moins J. La fonction f' étant bornée par alpha, on obtient donc, je passe aux valeurs absolues là, pour trouver f' de x, y, et f' de x inférieur à alpha, donc d'où le résultat. C'est simple. Ça, c'est quel que soit x dans i. Voilà. Bien. Maintenant, je vais passer à notre application de ce théorème. Donc, peut-être là, on va pas faire des démonstrations. Ça, c'est le résultat. Vous avez donc. On a fait ça. Vous avez ce terminal. Donc, si j'ai une fonction continue sur un intervalle i dérivable sur l'ouvert, donc, si f de x est positif sur l'ouvert, ceci est une condition nécessaire suffisante pour que f soit croissant. Donc, ça, vous travaillez avec ça depuis donc 1. Elle est négative si et seulement si elle est décroissante. Est égal à 0 si et seulement si elle est constante. Là, si la fonction f est strictement positive sur l'intérieur de i, alors f est strictement croissant. Mais la réciproque n'est pas toujours vraie. Donc, si f est strictement négatif, alors f est strictement décroissant. Alors, donc, on ne va pas faire de... Ça, c'est simple à effectuer. Là, la réciproque de la proposition 1, 2, 3 n'est pas vraie. Il suffit de prendre la fonction x au cube. Une fois. Cette fonction, elle est strictement croissante, mais f' de 0 égale à 0. Donc, ceci, c'est donc la réciproque du point i n'est pas toujours vraie. En effet, la fonction x au cube ne répond pas à l'implication inverse. Voilà. Je crois que ce résultat, je vais le mettre. Ah, donc ça, il est pas le mettre. Donc ça, pour le moment, limité. Bien. Maintenant, comment dirais-je, une autre application du théorème des accroissements finis. Le résultat suivant, prolongement de la dérivée. Donc, vous avez fait prolongement par continuité d'une fonction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donc le rappeler, le prolongement par continuité? Personne? Bon, par exemple... Si f n'est pas continue sur un... Si f n'est pas continue sur un point et sa limite égale à L, alors il est prolongeable. Ok. Est-ce que ce que l'a dit votre camarade est juste? Hein? Est-ce que c'est juste ce que l'a dit votre camarade?
pour parler du prolongement par continuité, il faut que la fonction ne soit pas contenue en un point x bas, ou bien x0, et que la limite en ce point est finie. Donc, on peut dire que f est prolongeable par continuité et définir le prolongement par continuité de cette fonction. Est-ce que ça, ce résultat est juste? C'est du coup, si elle est, vous pouvez répondre. Non. Monsieur, est-ce que le même prolongeablement qu'on a étudié dans les fonctions de l'analyse 1? Non, je parle de ça. C'est quoi le prolongement par continuité que vous avez étudié en analyse 1? La définition du prolongement par continuité. On calcule, monsieur, une limite dans un point que l'exercice nous a demandé de calculer. Dans ce point, quelle est la particularité de ce point? Votre camarade a dit que la fonction n'est pas contenue en ce point. Yus, vous pouvez répondre. Yus a levé la main. Ici, Yus. Si f admet, si f admet une limite finie à x0, oui, c'est-à-dire la limite finie à x0, quoi. Donc la limite quand x tend vers x0, f de x est égale à la limite quand x tend vers x0, f de x. Donc à droite et à gauche, quoi. F fini. Alors f est prolongeable par continuité. Oui, mais vous tous vous oubliez la chose la plus importante. Il faut que ce point, que la fonction n'est pas définie en ce point. D'accord? Oui, c'est pas n'est pas continu en ce point. N'est même pas défini en ce point. Comme la fonction connue sinus x sur x. Est-ce que 0, elle est dans le domaine de définition? Non. Oui, non. 0 n'a pas élément de DDF. Rappelez-vous ça. Il faut que x0 ne soit pas dans le domaine de définition. Et elle admet une limite finie, donc on peut parler du prolongement par contre. Ok, donc rappelez-vous ça. Donc, on va faire ça. C'est la même chose pour le prolongement de la dérivée. Prolongement de la dérivée, si j'ai une fonction à b, f continue, donc là, la fonction peut être définie en b, mais n'est pas dérivable en b. D'accord? Ce n'est pas la même chose comme le prolongement par continuité. Donc, f dérive. Alors, f est dérivable en b et f' de b égale à 1. C'est ça la différence. Là, ma fonction peut être définie en b, mais elle peut ne pas être dérivable en b. Bien. Bon, pour la preuve. Donc, il faut rappeler ça. Il faut que vous vous rappelez ça. Donc, f continue sur un intervalle AB, dérivable sur AB ouvert en P, tel que la dérivée de f à droite de B, à gauche de B, pardon, est finie. Il existe, donc f est dérivable et sa dérivée est égale à. Ça, c'est une conséquence donc directe du théorème des accroissements finis. On va montrer ça. Donc, voilà. Je vais prendre epsilon positif. Donc, d'après l'hypothèse 3. Donc, je vais écrire la définition de la limite en fonction des epsilon. D'accord? Donc, epsilon, donc limite de f' égale à L. Pour tout epsilon positif, il existe un delta tel que si x est dans l'intervalle de rayon bêta de centre B et de rayon delta, f' de x moins L est inférieur égal à epsilon. D'accord? C'est ça la définition de la limite. Voilà, je vais prendre x dans cet intervalle. Alors, x, vérifie ça. Pardon. Donc, si x dans AB, x moins b, elle est là. Je vais appliquer donc le théorème des accroissements finis à l'intervalle xb. Regardez. On applique le théorème des accroissements finis à l'intervalle ouvert xb. Dans ce cas,
elle va exister C dans l'intervalle X B tel que f de x moins f de b est égal à f' de c x moins b. D'accord? Donc ce c va dépendre de x. Maintenant, si j'ai c dans xb, j'aurai c moins b inférieur à delta. Parce que x moins b est inférieur à delta. Donc, on va voir ça comment. Regardez. J'ai l'intervalle A, B, au début. OK. Au début, j'ai l'intervalle AB, puis j'ai l'intervalle centré en B. Regardez. Donc là, j'ai l'intervalle. Ça, c'est B. Moins delta. Et ça, c'est A. C'est donc P plus delta. Voilà. Est-ce que vous voyez le schéma? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Okay. Donc, au début, j'ai l'intervalle AB. En utilisant la définition de la continuité, regardez, il existe un certain delta. Si x elle est dans cet intervalle, et x elle est là. Maintenant, je prends, si x elle est dans AB tel que x moins b inférieur à delta, si x elle est là, voilà, x elle est dans AB, il existe c dans xb. Donc, x elle est dans AB, il existe x dans xp. Donc, vous avez là l'intervalle xp, d'accord? Donc, C, elle est là. Ça veut dire que C, elle est toujours dans l'intervalle B moins delta, B plus delta. D'accord? Ça ne sort pas. C'est ça. Donc, il faut faire toujours un schéma. Donc, de plus, C moins B est inférieur à delta. Je vais combiner un 15 et un 16. Ça veut dire, puisque C vérifie ça, c'est-à-dire C moins B inférieur à delta, j'aurai F' de C moins L inférieur à epsilon, et je passe à la valeur absolue là, je divise par x moins p là, j'aurai donc f de x moins f de p x moins p qui est égal à f' de c moins L qui est inférieur à epsilon. Ça veut dire quoi? On a montré que la limite de ce rapport, donc pour tout epsilon, il existe delta, si x vérifie ça, ce rapport moins L est inférieur à epsilon. Donc, c'est exactement la définition de la limite de ce rapport. Donc, ça veut dire que la limite de ce rapport est égale à L. Et ça, ce rapport, la limite de ce rapport n'est autre que la dérivée 1 de P au point, la dérivée de F au point B. Donc, ceci termine la preuve du prolongement de la dérivée. Je vais noter une chose pour moi. Un des choses que je dois corriger. Ah bon? On a une chose là. Ok. Donc maintenant, on va passer à un autre résultat. Voilà. Position de 5. Maintenant, si j'ai deux fonctions, telle sorte la dérivée d'une major
la dérivée de l'autre. J'ai deux fonctions, f et g, voilà, de la fonction f, g, telles que f et g sont continues sur AB, continue sur AB, dérivable sur AB ouvert, et j'ai f' de x est inférieur à g' de x sur l'intervalle AB ouvert. Alors, vous aurez donc f de b moins f de a en valeur absolue est inférieur à g de b moins g de a. D'accord? Bien. Pour la preuve, donc, d'après l'hypothèse G, qu'est-ce qu'on a? On a pour tout x sur l'intervalle AB, f' de x est inférieur à g' de x. Donc, valeur absolue. Donc là, vous allez remarquer que là, je n'ai pas mis de valeur absolue, d'accord? Donc, c'est-à-dire que g' est toujours positif. Donc, en utilisant les propriétés de la valeur absolue, donc j'ai la valeur absolue de x inférieur à y, ça veut dire que x est compris entre moins y et y. Donc là, f' de x est comprise entre moins g' de x et g' de x. Bien. Donc je vais, donc l'inégalité, la première inégalité, ça va me donner que f plus g' est positif, quel que soit x toujours. Là, ça va me donner cette inégalité. Et celle-là, ça va me donner que f moins g' de x est négatif. Donc, quel que soit x dans AB, j'ai ça. Ça veut dire quoi? F' positif, ça veut dire que f plus g est croissante. Donc, d'après ça, de tout à l'heure, si vous vous rappelez, donc voilà, g' croissante, c'est les négatifs et les décroissants. Je reviens à la démonstration. Et donc, là, f moins g' négatif, ça veut dire g moins est décroissante sur AB. Donc, par suite, quoi? Ça veut dire quoi, f plus g croissant sur AP? Ça veut dire que f plus g de a, puisque a est inférieur à b, j'aurai f plus g de a inférieur à f plus g de b. De même, f moins g décroissante sur AB, ça veut dire que f moins g de b sera inférieur à f moins g de a. OK. Donc, ces deux inégalités, donc de là, regardez là, je peux écrire, je vais faire passer le g de b là. J'aurai donc moins g de b en facteur de moins g de a, moins ça va donner g de a, sera inférieur à f de b moins f de a. Ça c'est f de b moins f de a. Et là, f de b moins f de a, f de b moins f de a, elle est inférieure à g de b moins g de a. Donc ça, je dois changer ça. Ça, normalement, c'est f de b moins f de a. Bon, je corrige pour le moment. Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Donc là, Oui. il faut refaire ça soigneusement. C'est très facile, il faut refaire ça soigneusement. Là, j'ai commis une erreur, donc je vais rectifier avant de déposer le PDF. Donc ça, c'est f de b moins f de a. Donc, de cette inégalité, je déduis celle-là. Et de cette inégalité, je vais déduire celle-là. Et donc, regardez, f de b moins f de a, inférieur à une constante là, est supérieur à moins cette constante, ça veut dire que la valeur absolue de ce qui est dedans est inférieure à g de b moins g de b. D'accord? Donc, et ceci donc, termine donc, la démonstration de cette dernière application du théorème des accroissements finis. L'avant-dernière.
Bon, finalement, je vais passer à la règle de l'hôpital. Voilà. La règle de l'hôpital. Je vais prendre 2 points, un AB, et je fixe x bar dans l'intervalle AB, et je vais prendre 2 fonctions qui sont dérivables sur l'intervalle AB ouvert. Bon, je vais supposer que G' de x ne s'annule pas sur l'intervalle AB privé de x bar, donc ça veut dire G' de x bar peut être égal à 0, et que la limite de f' de x sur g' au point x bar est égale à n. Alors, la limite de f de x moins f de x bar sur g de x moins g de x bar est égale à plus. Alors ça, c'est une dernière application du théorème des accroissements finis. Voilà, on va donc on va faire la suite. Monsieur, Oui, est-ce que cette règle de l'hôpital elle est valable seulement pour les formats déterminés 0 sur 0, non? oui, oui. Oui, oui. Parce Donc, que plus l'infini sur plus l'infini, non, on ne peut pas travailler. l'infini sur l'infini. Oui, L'infini sur l'infini. Attendez. Non, j'ai jamais donc. Mais peut-être, je crois que ça peut marcher. ok. Merci. Mais laissez-moi, je vais vous répondre la prochaine fois, d'accord? Plus l'infini sur l'infini, donc j'ai pas. Bon, j'ai pas donc rencontré d'exemple, tel exemple, mais on verra ça la prochaine fois. Bon, je vais noter la question. Mais cherchez de votre part, d'accord? Merci. D'accord. Ok, ok. Tellement cher. Merci. Bien, c'est une très bonne question. Mais en général, moi, depuis que je connais la règle de l'hôpital, depuis que je suis étudiant, que j'étais étudiant, on utilise seulement la forme 0 sur 0. D'accord. Bon. Voilà, donc pour la preuve, je vais prendre donc d'après là, donc je vais prendre epsilon, je vais donc exploiter la limite de f' sur g' en utilisant la définition des epsilon. Je vais prendre epsilon et je vais appliquer tout d'abord, donc je vais prendre x dans l'intervalle AB privé de x bar et epsilon. Je vais d'une part appliquer les accroissements finis généralisés sur l'intervalle d'extrémité x et x bar. D'accord? Donc, là, je ne sais pas est-ce que c'est x qui est un x bar ou l'inverse. Donc, je laisse comme ça l'intervalle d'extrémité x et x bar. Donc, il va exister un cx. Bien sûr, il va dépendre de x, compris, c'est-à-dire dans l'intervalle x, x bar, tel que ça. Donc, c'est ça. Pourquoi j'ai écrit cette forme? Parce que dans la remarque de tout à l'heure, on a dit que le théorème des accroissements finis généralisés, si G' de Cx est non nu, donc d'après là, d'après ça, et G de x différent de G de x bar, je peux écrire le théorème des accroissements finis sous cette forme. D'autre part, je vais utiliser la limite, la définition de la limite de cette limite. Donc, il va exister delta. J'ai déjà pris le epsilon positif, tel que pour tout V, là, cet intervalle, j'ai ça. F' de V sur V', G' de V moins F inférieur strictement epsilon. C'est la définition de la limite en utilisant les epsilon. Maintenant, si je choisis X là, ce X avec laquelle je vais appliquer le théorème des accroissements finis généralisés, je vais le choisir là. Donc, X, elle est là. X bar, elle est là. Bien sûr, les extrémités de X bar. Donc, il va exister un Cx dans le même intervalle, tel que là, ça.
Parce que cette inégalité, pardon, elle est vraie pour tout V dans cet intervalle. Si je prends X dans cet intervalle, j'aurai donc Cx toujours dans cet intervalle, et donc c'est vrai pour Cx. Maintenant, je vais remplacer f'Cx sur g'Cx par cette quantité-là. OK? Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner f de x moins f de x bar sur gx moins g moins l inférieur, c'est comme epsilon. Et ça, bien sûr, c'est exactement la définition de la limite de ce rapport. C'est égal à f. OK, donc là, pour tout epsilon, il existe delta ici, tel qu'on a ça. Voilà donc. C'était donc la démonstration. Donc, les trois applications du théorème des accroissements finis, que ce soit fini ou bien fini généralisé, la règle de l'hôpital, et on a fait ce théorème-là, parce qu'une fonction domine une autre fonction par les dérivés, donc on a cette égalité. Et le troisième théorème, on a dit le théorème du prolongement de la dérivée. Okay, donc, ces trois applications du théorème des accroissements finis et des accroissements finis généralisés. Donc, on va donc clôturer cette partie par un exemple sur la règle de l'hôpital. Donc, exemple, on va montrer que la fonction, on redonne la fonction suivante, ln de x, ln de 1 plus x sur x. On vous demande de montrer que cette fonction est prolongeable par continuité en 0. Et on va noter grand F sans prolongement par continuité. Et on va montrer que f' est dérivable en 0. OK. Donc, premier point, montrons que f est prolongeable par continuité. Donc, la première des choses, 0 ne doit pas être dans le domaine de f. OK. Pour parler du prolongement, donc 0 n'est pas dans le domaine de f. Et je vais calculer la limite de f en ce point. C'est très facile. Monsieur, oui. Est-ce qu'on est obligé de dire que 0 n'est pas dans le domaine de Oui, définition? oui, c'est ça la clé. Si vous ne dites pas ça, donc ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que c'est le prolongement par continuité. D'accord? D'accord, monsieur. Ça, c'est une condition. Monsieur, le prolongement, c'est-à-dire de centrer des éléments qui ne sont pas vraiment dans l'intégrale origine. C'est parce que là, on dit qu'il n'existe pas dans le domaine, non? Oui, c'est un point qui n'existe pas dans le domaine. Mais la limite de f en ce point est finie. Et bien, c'est quoi la continuité? C'est quoi? C'est quoi une fonction continue? Donc, f est continue. Continue en x. En x bar. Si la limite de f de x égale f de x bar. Donc, بني بحال ما فهمتيش prolongement par continuité ici. Voilà. Yep. Maintenant, si f de x, cette limite est différente de f de x, est égale à un certain L, où x bar n'est pas dans le domaine de définition. Pourquoi on dit prolongeable par continuité? Parce que je vais définir une fonction g. Qui est continue sur... Attendez. Qui est égal à f de x. Si x est différent de x bar, est égal à L si x égale à x bar. On est d'accord là? F n'est pas continue x bar. Mais cette fonction-là, elle est continue. Pourquoi? Si je veux calculer la limite de f de x en x bar, à quoi est égal?
est égal à L. Ou L هي G de X bar. Ok. C'est compris ça. Oui, monsieur, c'est très clair. Donc, pour appliquer ça, donc F n'est pas continu X bar, mais G, elle est continue X bar parce que j'ai défini la fonction, j'ai défini l'image de G de X bar comme étant la limite de F de X bar au point X bar. J'espère que j'étais convaincant. Bien, donc 0 n'est pas dans le domaine de F, et cette limite, pourquoi est égale à 1? Pourquoi cette limite est égale à 1? C'est une limite usuelle, monsieur. La limite usuelle, c'est la dérivée de la fonction ln au point de la fonction ln 1 plus x au point 0, d'accord? Ok. Oui. Donc, 0 n'est pas dans le domaine, cette limite est égale à 1. La fonction est prolongeable par continuité en 0. Et j'ai donc, voilà, le prolongement, je le note grand f, qui va être égal à la fonction petit f quand x dépend de 0, est égal à 1 quand x est égal à 0. Donc, cette fonction grand f, elle est continue en 0. Petit f n'est pas continu en 0. On ne peut pas parler de la continuité de f en 0 parce que 0 n'est pas dans le domaine. Mais grand f est continu en 0 car 0 il est dans le domaine de grand f. Il est défini de telle sorte x égale à 0 est dans le domaine de grand f. Bien. Maintenant, ce prolongement vous demande de montrer qu'il est dérivable en 0. Donc pour x, comment je fais? Je calcule le rapport, le taux d'accroissement pour x différent de 0. Si je calcule f de x moins grand f de 0 sur x moins 0, je vais remplacer grand f de x. Grand f de 0, c'est moins 1. Je tombe sur ça. Donc, si vous calculez directement, vous aurez donc 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Si vous calculez la limite, vous aurez 0 sur 0. Donc, on va appliquer la règle de l'hôpital. Donc, je vais prendre pour la forme f1 égale à ça et g1 égale à ça. Donc, f1, g1 sont dérivables sur moins 1 plus infini. OK. f1 de 0 est égal à g1 de 0 égale à 0. Et je dérive f' de 1, ça va me donner moins x, 1 plus x. G' de 1, c'est 2x. Donc, c'est quoi f' de 0? C'est la limite de f' de 1 sur g' de 1. Donc, à la place de f sur g, f' sur g. Donc, je remplace f' de 1 par la dérivée, par sa valeur, pardon. Même là, si je calcule la limite, je trouve 0 sur 0. Donc, je vais appliquer une deuxième fois la règle de l'hôpital à la fonction g'1, g', f'1, g'1. Donc, en calculant g' seconde, f1' seconde, je trouve ça. Et on va calculer. Voilà, ça c'est seconde. Encore noter ça. Je vais gagner des secondes. Je prends bien. Voilà. Et je reviens. F' de 0, c'est quoi? C'est la limite de f seconde 1 sur g seconde 1 qui est égal à ça. Et ça, on calcule la limite, vous trouvez moins 1 demi. OK, donc voilà. La dérivée, f' de 0, f est dérivable et sa dérivée est égale à moins 1 demi. Donc, je peux appliquer la règle de l'hôpital autant de fois que je peux. C'est-à-dire, à chaque fois que je tombe sur l'indéterminé 0 sur 0, j'applique la règle de l'hôpital. Jusqu'à arriver à une valeur qui est une forme qui n'est pas indéterminée et calculer ensuite la limite du 0. Donc, ceci dit, donc, ça termine ce cours sur les dérivabilités. Donc, la prochaine fois, on va entamer le cours des dérivées successives avec les formules de Taylor. Bon, est-ce qu'il y a des questions ou j'arrête? C'est très
très clair, monsieur. Hein? C'est bon, c'est à tes questions. Non, monsieur. Monsieur, tu peux nous poser le PDF sur Oui, plateforme web? oui. Bon, comme la dernière fois, donc au plus tard, ça sera donc demain après-midi ou bien demain soir. Donc je dois donc faire les rectifs, donc corriger les erreurs de frappe. Et comme ça, je le dépose. Peut-être aujourd'hui ou bien demain, je vais pas. OK? Monsieur, tu peux nous poser ce PDF-là Monsieur, pour tu peux... le début. Quoi? زعما خاص تحط لنا ماشي هذا البي دي اف يعني باش نراجعوا شويه يعني Oui, oui, je vais déposer, comme la dernière fois, je dépose cette version, je vais donc داكور la mettre ميرسي à jour au plus tard, d'accord? ميرسي بالنسبة pour ce qui est vidéo, donc le problème de la vidéo, c'est que ça prend du temps à être généré par driver. Et donc, par la suite, qu'est-ce que je fais? Moi, je la télécharge. Je télécharge la vidéo, je la nomme. Et puis, pour la déposer encore une fois dans driver, ça prend 1 heure ou 2 heures. Donc pour cela, je vais tarder donc à la Ok, déposer. monsieur, pas de problème. Ok, donc si vous avez des questions, vous pouvez me contacter toujours. Je suis donc, le vendredi matin, S17. Sinon, donc, on se dit au revoir jusqu'à la prochaine fois, d'accord? Merci, monsieur. Ok, À la monsieur. prochaine. Merci, monsieur. Je vais arrêter l'enregistrement tout d'abord pour qu'il soit généré.